Donc, bonjour pour une nouvelle séance du cours P212. Donc, ce deuxième chapitre qui va commencer aujourd'hui. Dans ce chapitre, il n'y a pas beaucoup d'équations comme dans le chapitre gravité. Donc, on va commencer une série de quelques vidéos sur l'astronomie qui sont un peu qualitatives. Il n'y a pas beaucoup d'équations, il n'y a pas beaucoup de calculs. Bon, on va retrouver une série d'équations et une série de calculs dans le dernier chapitre de cosmologie, mais donc maintenant, ce sera un peu plus facile. C'est une vidéo un peu qualitative. Je commence par cette première séance qui est le cycle de vie d'une étoile. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la naissance des étoiles, euh, comme notre Soleil ou bien n'importe quelle étoile dans l'univers, et le cycle de vie depuis sa naissance jusqu'à la fin de vie de cette étoile. Bon, donc nous commençons par des simples observations. Par une simple observation, ce que nous voyons des étoiles, c'est leur luminosité. Donc, on voit des points lumineux dans l'espace, dans le ciel, on voit des points lumineux à partir de notre position ici sur Terre. Donc, ce que nous pouvons mesurer facilement et directement, c'est les paramètres de luminosité qui sont divisés en deux parties. La première partie, c'est la magnitude absolue. Donc, la magnitude absolue veut dire c'est la mesure de l'irradiance, c'est-à-dire la quantité de lumière collectée par une unité de surface. Donc, c'est l'irradiance intrinsèque d'un objet, d'une étoile. Quand elle est à une distance, on prend une distance de référence fixe. Toujours, on prend cette référence, c'est une distance de 10 parsecs. Donc, le parsec, vous devez vous habituer à cette nouvelle grandeur, le parsec. Un parsec est équivalent à 3,2 années-lumière, bien 3,26 années-lumière. Donc, cette distance de référence qui est 10 parsecs, elle est équivalente à 32,6 années-lumière. L'année-lumière est bien sûr une distance qui est équivalente à 9,461 par 10 à la puissance 15 mètres. Donc, c'est une distance énorme. C'est la distance qui est parcourue par la lumière dans le vide pendant une année. Donc, vous imaginez que ça doit être une distance très, très, très grande. Donc, de l'ordre de 10 à la puissance 15 mètres. Et donc, le parsec est encore plus grand parce que le parsec est 3,26 années-lumière. Donc, notre distance de référence qui est 10 parsecs, c'est aussi une distance énorme. Donc, on va supposer que si toutes les étoiles sont placées à cette distance de référence 10 parsecs, donc que serait leur luminosité? Ce paramètre est appelé la magnitude absolue. Donc, c'est une fonction logarithmique. Je ne vais pas entrer maintenant dans le détail des équations, on fera ça après. Donc, c'est une fonction décroissante de logarithme à base de 10 de la luminosité. Donc, la magnitude absolue, c'est un paramètre qui augmente quand la luminosité diminue. Par exemple, la magnitude augmente d'une unité si la luminosité est divisée par 2,5 et ainsi de suite. Donc, une grande magnitude veut dire une luminosité qui est faible et vice-versa. Il y a un autre paramètre qui est la magnitude apparente. La magnitude apparente, c'est la luminosité d'un objet observé depuis la Terre, donc quelle que soit la distance. Donc, c'est une observation directe de la luminosité
de toutes les étoiles d'ici à partir de la Terre à leur distance habituelle. C'est aussi une fonction décroissante du logarithme. Donc, si la magnitude est élevée, la luminosité est faible. Donc, ce sont les deux paramètres directement observables qui sont directement liés à la luminosité des astres. Bon, je vous présente maintenant un résumé avant d'entrer dans le détail de chaque partie. C'est le cycle de vie d'une étoile en résumé. Donc, vous voyez que ça commence par une nébuleuse. Donc, c'est un nuage de poussière stellaire, donc qui va donner naissance à des étoiles. Donc, des étoiles soit de masse modérée, c'est-à-dire qui ont une masse de 1 jusqu'à 10 masses solaires, par exemple. Et il y a des étoiles qui seront plus grandes. Donc, les petites étoiles, ou bien les étoiles de masse moyenne, donc, vont suivre une vie qui passe par une géante rouge, puis une nébuleuse, puis une naine blanche et à la fin une naine noire. Les étoiles plus massives vont passer à la fin par une phase d'une supergéante rouge, puis une explosion très, très énergétique de supernova, et puis qui va donner naissance à une étoile à neutrons ou bien un trou noir. Donc, on va voir en détail toute cette partie, ou bien chacune de ces parties. Bon, donc je commence par la naissance de l'étoile. Donc, l'étoile, par une définition très simple, c'est une boule de plasma. Donc, c'est une boule gazeuse qui subit une fusion nucléaire dans son cœur, donc dans son centre, au centre. Il y a une fusion nucléaire qui donne des énergies, donc qui va émettre de grandes quantités d'énergie, bien sûr sous forme de rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire sous forme de photons. Donc, les photons, c'est soit visibles, soit dans l'infrarouge, ou bien des rayons lumineux plus énergétiques dans le rayon X et dans le rayonnement gamma. Donc, la naissance, premièrement, les étoiles se forment dans une nébuleuse, ce qu'on appelle une nébuleuse, donc qui est un très grand nuage gazeux qui se trouve dans l'espace. Ce nuage est formé par de poussière interstellaire. Donc, c'est un nuage de poussière donc, qui va donner naissance aux étoiles. Donc, la poussière commence à s'attirer par les forces gravitationnelles qu'on a étudiées dans le premier chapitre. Donc, des forces gravitationnelles des particules qui vont s'attirer, qui vont s'accumuler. Donc, cette masse, ou bien cette grande masse, va se contracter et former une boule au milieu de cette nébuleuse qui est constituée de l'hydrogène et de l'hélium principalement. Donc, c'est les éléments les plus abondants, surtout l'hydrogène. Donc, l'accumulation de ces particules va, par effet, par force gravitationnelle, va créer une boule au milieu qu'on appelle la proto-étoile. Donc, une boule gazeuse qui s'est contractée à partir de cette poussière interstellaire qui forme une boule au milieu d'une nébuleuse. Donc, cette boule, avant de s'allumer, on appelle ça la proto-étoile. Donc, on n'a pas encore une étoile, c'est une proto-étoile. Donc, la fusion nucléaire n'a pas encore démarré. Une fois la pression et la température dans ce cœur de cette boule gazeuse, quand la température atteint environ 10 millions de degrés Celsius, bien sûr, donc on a une réaction nucléaire qui va commencer. Donc la proto-étoile s'enflamme
Donc, on a un début de fusion nucléaire et les premières quantités d'énergie commencent à se produire. Donc, à partir de cet instant, la protoétoile est maintenant appelée étoile. Donc, à partir de cet instant, quand la réaction nucléaire est démarrée, on commence à appeler cette boule une étoile. Donc, elle commence sa vie, premièrement, par brûler de l'hydrogène à travers la fusion nucléaire pour transformer cet hydrogène en hélium. Donc, pendant ce temps-là, on appelle cette étoile, ou bien l'étoile est classifiée comme une étoile appartenant à la séquence principale. Donc, les étoiles qui appartiennent à la séquence principale, comme vous le voyez sur ce graphique, les étoiles de séquence principale sont des étoiles qui sont dans la première phase de leur vie, donc qui sont en train de brûler de l'hydrogène pour former des noyaux d'hélium. Donc, c'est une série d'étoiles. Vous voyez sur le graphique comment sont distribuées ces étoiles de séquence principale en fonction de la température. Donc, ça, c'est un graphique de la luminosité en fonction de la température. Bien sûr, les étoiles qui sont dessinées en rouge, ils ont une température plus faible que les étoiles dessinées en bleu. Donc, c'est comme le spectre visible de la lumière. Le rouge, c'est les rayonnements de température inférieure et le bleu, c'est les rayonnements de température plus élevée. Donc, pendant cette phase de l'étoile, la première phase de sa vie, quand elle est toujours dans la séquence principale, donc, ces étoiles sont en train de fusionner l'hydrogène pour former de l'hélium. Et bien sûr, cette réaction de fusion est très énergétique, donc elle va libérer de grandes quantités d'énergie. Donc, suivant cette réaction, donc un noyau d'hydrogène, euh, avec un noyau d'hydrogène qui vont former un deutérium plus un proton et des neutrinos avec une énergie d'à peu près 1,44 mégaélectronvolts, puis le deutérium, donc qui est le H2, qui va réagir avec un H, un noyau hydrogène, pour former l'hélium 3, aussi plus avec dégagement d'énergie sous forme de photons, avec une énergie produite de 5,49 MeV. Et puis, deux hélium-3 fusionnent pour former un hélium-4 et deux noyaux d'hydrogène. Donc, voilà une représentation à côté de cette réaction. Donc, hydrogène-hydrogène donne H2 et un hydrogène, H2 et un hydrogène. Donc, un hydrogène, c'est-à-dire un proton. Donc, voilà. Donc, le H2 avec un H2, ils vont H2 avec H1 qui vont fusionner pour donner le H3, deux H3 qui vont donner un noyau final de He4, donc de l'hélium 4, et avec deux hydrogènes. Bien sûr, il y a beaucoup de fois où il y a dégagement de, de rayonnement gamma, donc c'est-à-dire des photons, de l'énergie, et aussi une très très grande quantité de neutrinos. Bon, le neutrino, on ne peut pas vraiment le détecter, c'est une particule qui réagit très 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 faiblement avec la matière, donc c'est très difficile de la détecter, sauf dans des cas où on place un réservoir d'eau très profond dans la terre, un réservoir d'eau qui a une probabilité très faible de réagir avec les neutrinos pour donner une petite étincelle qui sera détectable. C'est le seul moyen de détecter
neutrinos. Mais bon, maintenant, ce n'est pas notre problème. Donc, il y a une réaction nucléaire. Cette réaction nucléaire qui se produit donc, dans le noyau de cette sphère, de cette étoile qui est toujours en séquence principale. Donc, on aura un équilibre qui va se produire. Donc, à un certain équilibre, l'hélium 3 qui va brûler avec lui-même, donc hélium 3 avec l'hélium 3, parce que la réaction entre le He3 et le deutérium est négligeable, ou bien elle a une probabilité très faible. Donc, on a formation de l'hélium 4. Une fois l'hélium 4 accumulé, il y a d'autres réactions qui commencent pour donner des noyaux un peu plus lourds, comme le beryllium 7 et 8, ou bien le bore. Bien sûr, si la température est toujours supérieure à 10 millions, de degrés. Bon, ce n'est pas les seules réactions qui se produisent, mais c'est les réactions principales qui se produisent pendant la séquence principale. Donc, il y a un autre équilibre qui va se produire. Donc, vous voyez cette boule de gaz, vu sa taille qui est très grande. Il y a toujours une réaction nucléaire dans le centre. Donc, des explosions dans le centre qui vont émettre des énergies vers l'extérieur, donc qui vont pousser la matière vers l'extérieur. Et il y a toujours la gravité, puisque c'est une masse. Donc, il y a toujours la gravité qui va essayer de ramener ces matières vers l'intérieur. Donc, il y a deux forces en sens opposé, l'une vers l'extérieur et l'une vers l'intérieur, qui vont s'équilibrer en fin de compte. Il y aura un certain équilibre. Et c'est ça ce qui donne la taille de l'étoile. Donc, la taille est déterminée par cet équilibre entre les forces internes qui poussent la matière vers l'extérieur, qui sont les forces dues à la fusion nucléaire. Et puis, il y a la gravité qui va essayer de ramener la matière vers l'intérieur. Donc, il y a cet équilibre qui s'établit, qui détermine la taille de cette étoile. Donc, c'est une grande partie de la vie de l'étoile qui va être à une taille constante et même à une température et luminosité constante. Elle fusionne tranquillement son hydrogène en hélium. Donc, c'est un équilibre dynamique qui est atteint entre donc, force extérieure ou bien force intérieure ou bien force vers l'intérieur qui est la gravité et les forces vers l'extérieur qui sont les pressions vers l'extérieur de la réaction nucléaire. Donc, l'hydrogène va brûler, il va fusionner, mais donc, puisque c'est une quantité finie, donc en fin de compte, cet hydrogène va être consommé complètement, et donc la fusion de l'hydrogène vers l'hélium va s'arrêter. Et donc, dans ce cas, on n'a plus cet équilibre dynamique. Donc, on aura un déséquilibre de force. Donc, la gravité va être plus grande que les forces vers l'extérieur, les forces de fusion. Donc, c'est la gravité qui va pousser le gaz restant, ou bien le gaz qui est toujours dans cette boule, à s'effondrer sur le noyau. Donc, il y aura un effondrement de toutes ces couches-là vers le noyau. Dans ce cas, l'étoile n'appartient plus à la séquence principale. Donc, ce n'est pas une étoile qui appartient toujours à ce qu'on appelle les étoiles à séquence principale. Elle devient une géante rouge. Donc, elle a donc dépassé la phase de séquence principale. Bon, je vais commencer par vous donner les cas où les masses de ces étoiles sont inférieures à 8 ou à 10 masses solaires. Donc, MS, c'est la masse de notre Soleil qu'on prend comme référence.
Donc, toutes les étoiles qui ont une masse de 1 jusqu'à 8 ou 10 masses solaires vont subir cette fin qui est la géante rouge. Donc, dans ce cas, on a un épuisement de l'hydrogène dans le noyau. Il n'y a plus d'hydrogène pour le brûler, pour le fusionner en hélium. Donc, il y a deux phénomènes qui se produisent. Il y aura une consommation de l'hydrogène qui est en couche, dans les couches externes, et un autre phénomène qui se produit, qui est la contraction du cœur, ou bien du noyau de l'étoile, qui est maintenant de l'hélium. Donc, il va se contracter et qui va libérer une quantité d'énergie très, très, très grande. Donc, des énergies à partir de ces deux phénomènes très énergétiques, il y a beaucoup d'énergie qui va être rayonnée vers l'extérieur, donc il va créer une pression interne vers l'extérieur qui va augmenter le rayon de l'étoile. Donc, même si on n'a plus cette réaction initiale de fusionnement de l'hydrogène, l'énergie qui est produite par ces deux phénomènes est très grande, de façon à gonfler, si vous voulez, l'étoile par pression interne. Donc, son diamètre va augmenter énormément et un nouvel équilibre de force sera atteint. Donc, c'est une nouvelle période de la vie de l'étoile qui peut s'étendre jusqu'à environ 100 millions d'années. Par exemple, dans le cas de notre Soleil, donc, elle va se gonfler jusqu'à peu près atteindre l'orbite de notre Terre. Donc, à la fin des temps, notre Terre sera brûlée complètement par ce gonflement de notre Soleil. Mais bon, ça ne sera pas vu par nous-mêmes parce que ce n'est pas avant 4 à 5 milliards d'années. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas engloutis par le Soleil. Bon, dans ce cas, il y a des réactions qui commencent, qui sont des réactions de fusionnement de l'hélium, puisque maintenant le noyau est très, très riche en hélium. Donc, la réaction nucléaire maintenant qui se produit, c'est la réaction de fusionnement de l'hélium. C'est la réaction qu'on appelle la réaction triple alpha. Donc, c'est un noyau d'hélium qui réagit avec un autre noyau d'hélium pour donner de beryllium avec une énergie négative, c'est-à-dire c'est une réaction qui consomme de l'énergie. Et puis, ce beryllium produit, il va réagir avec un autre hélium 4. Cette réaction qui va donner du carbone, le carbone 12, avec une énergie de l'ordre de 7,16 à peu près mégaélectronvolts. Donc, si on fait le bilan énergétique de ces deux réactions, une réaction négative et une réaction positive, donc la résultante, c'est une énergie positive de 7,27 mégaélectronvolts, donc qui va être rayonnée vers l'extérieur. Bon, il y a d'autres réactions qui sont moins probables, qui est la réaction du carbone avec de l'hélium pour donner de l'oxygène. Donc, c'est aussi une réaction dont l'énergie est d'à peu près 7,16 mégaélectronvolts. Donc, ce sont les réactions principales. Donc, à partir de l'hydrogène, on a produit de l'hélium, puis à partir de l'hélium, on a produit le beryllium qui a produit du carbone et de l'oxygène. Bon, là, maintenant, ça dépend de la masse initiale de l'étoile. Donc, si la masse est faible, donc moins que 8 masses solaires, donc les réactions vont s'arrêter à la production d'oxygène puisqu'il y aura plus suffisamment d'énergie pour amortir d'autres réactions. Sinon, pour des étoiles plus massives, les réactions peuvent continuer jusqu'à l'obtention du fer. Donc, le maximum, ou bien le plus grand noyau qui peut être produit dans le noyau d'une étoile,
massive, c'est le fer. Pour les noyaux plus lourds que le fer, il est impossible de les produire par des fusionnements nucléaires à l'intérieur d'un noyau solaire ou bien un noyau d'une étoile. Donc, ça sera pour les phases ultérieures dans les supernovas qu'on va produire ces éléments plus lourds. Maintenant, restons dans le cas donc, des géantes rouges. Donc, la réaction pour les faibles masses, donc ça s'arrête à l'oxygène. Bon, donc la phase qui va suivre, c'est que lorsque ce géant rouge fusionne tout son hélium en carbone et en oxygène, donc les réactions de fusionnement vont s'arrêter puisqu'il n'y a plus de carburant. Donc, à nouveau, il y a un déséquilibre des forces. Donc, la force, dans ce cas gravitationnel, va être beaucoup plus grande que l'énergie vers l'extérieur des réactions nucléaires. Donc, les couches externes ou bien les couches extérieures qui sont très massives de l'étoile vont se précipiter brusquement vers le noyau, ils vont rebondir et en générant des quantités d'énergie très, très, très grandes. Donc, ces couches externes ou bien cette grande masse sera éjectée vers l'extérieur. Elle va former autour de l'étoile une certaine nébuleuse ou bien un certain nuage de particules qu'on appelle la nébuleuse planétaire. Donc, c'est une coquille de gaz en expansion qui est éjectée de l'étoile à la fin de sa vie, bien en fin de vie. Donc, ce nuage, il est ionisé, très énergétique, parce qu'il y a toujours des photons ultraviolets émis par l'étoile qui vont exciter et ioniser ces particules ou bien ce gaz autour de l'étoile. Donc, c'est un nuage qui est très, très chaud avec des températures jusqu'à 50 000 à 100 000 degrés K. Bon, c'est une phase qui est un peu courte dans la vie de l'étoile, de l'ordre de 10 000 années. Bon, 10 000 années pour vous, c'est beaucoup, mais pour la vie d'une étoile, c'est une période très, très négligeable. Bon, après avoir fait cette nébuleuse autour de l'étoile, donc on a création, ou bien ce qui reste du noyau, c'est de la matière qui est très, très, très dense, de très forte densité, qui est issue de l'évolution de l'étoile. Donc, comme on avait dit, de masse modérée, donc moins que 10 fois la masse solaire. Ce noyau est maintenant très dense et très chaud. Donc, pour avoir une idée de cette densité, une cuillère, donc une cuillère, disons, 1 cm3, pèserait autour de 5 tonnes. Donc, imaginez qu'1 cm3 de cette matière stellaire ou bien cette matière de l'étoile pèserait 5 tonnes environ. Qui est habituellement composé, bien sûr, de carbone et d'oxygène. Et c'est un objet qui va rester autour de 35 000 ans, comme une naine blanche. Et il va commencer à se refroidir, donc les émissions lumineuses de ce noyau vont diminuer jusqu'à ce qu'il se transforme en naine noire. Donc, la naine noire, c'est une naine blanche qui s'est refroidie. Donc, la lumière qu'elle dégage va diminuer donc, à travers le spectre visible. Donc, elle passe du bleu au rouge à l'infrarouge. Et elle va continuer, donc, cette étoile de générer beaucoup de gravité parce que il y a une masse qui est très dense et toujours des transmissions de faible énergie, donc de l'infrarouge puis des ondes radio à fur et à mesure que ce noyau se refroidit en fonction du temps. Bon, je vous mets maintenant ce qu'on appelle
le diagramme de Hertzsprung-Russell. C'est le diagramme qui dessine un peu la distribution des étoiles entre séquences principales en fonction des masses. Donc là, les masses euh, plus faibles, là, les masses plus grandes, les énergies qui sont vers le rouge ici, et puis là, il y a les énergies un peu plus grandes qui sont vers le bleu. Donc, les naines blanches sont dans